Bonjour, bienvenue à cet entretien France 24, Radio France Internationale avec le président de Colombie, Iván Duque. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Carlos. C'est un plaisir d'être avec vous. Carlos Herranz de RFI. Bonjour à tous, bonjour Marc, bonjour Monsieur le Président. Vous êtes à Paris en ce moment pour parler de paix. À l'occasion de ce centenaire de la Première Guerre mondiale, j'aimerais vous parler de la paix dans votre pays, la Colombie. À l'échelle internationale, nous avons une vision différente de la paix que celle que l'on trouve dans votre pays. Il y a une version interne qui est bien plus polarisée qu'à l'international. Est-ce que la paix est aujourd'hui irréversible ou est-ce qu'elle est encore en danger? La Colombie connaît une situation fragile au regard de la paix. Et la paix, nous devons la consolider. Pourquoi cette paix est-elle fragile? Parce qu'il reste des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Et il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché dans la mise en œuvre. Personnellement, je suis engagé à faire en sorte que ceux qui souhaitent une transition sincère vers la réintégration puissent le faire. Et il y a des personnes qui doivent être traduites en justice, les personnes qui poursuivent les activités criminelles. D'autre part, pourquoi y a-t-il d'autres facteurs de fragilité? Parce que les cultures illicites sont passées de 50 000 à 200 000 hectares au cours des dernières années. Et avec la coca, il sera très difficile de consolider la paix. Et donc il est essentiel que nous soyons efficaces pour lutter contre cette tendance à la hausse. Et dans le même temps, il nous faut des mesures de substitution et d'éradication qui fonctionnent. Il y a également la question des victimes. Le plus important, c'est que les victimes puissent voir que la vérité, que la justice et que les réparations existent et qu'on ne reproduise pas les événements du passé et qu'il y ait des sanctions proportionnées pour les plus grands responsables de crimes contre l'humanité. Voilà notre défi et voilà notre engagement pour qu'il y ait une paix dans la légalité. Monsieur le Président, vous souhaitez modifier cet accord. On a, par exemple, beaucoup parlé de la justice transitionnelle. Dans votre pays, on se demande s'il faut simplement juger les FARC ou aussi les militaires, les civils. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est que, tout d'abord, je n'ai jamais fait campagne en disant que j'allais détruire les accords. Mais il y a des choses qui fonctionnent mal. Il faut corriger des choses qui sont importantes pour l'avenir de notre pays. J'aimerais parler de l'autre guérilla, l'ELN. Est-ce que vous souhaitez un accord avec eux? Est-ce que c'est possible et dans quelles conditions? S'il y a une véritable volonté de faire la paix, je suis ouvert au dialogue, mais si et seulement si ils libèrent tous les prisonniers et s'ils mettent un terme à leurs activités criminelles. Parce que je ne vais pas accepter la violence comme manière d'exercer des pressions sur l'État. Il y a un autre grand défi, Monsieur le Président, pour la Colombie, c'est la gestion de ce flux de migrants qui vient du Venezuela. Nous y reviendrons dans un instant, mais d'abord, la cause. Vous parlez de la dictature de Maduro. Est-ce que vous excluez complètement une intervention militaire? Ce que ce dictateur a toujours voulu, ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est créer un ennemi imaginaire, créer un ennemi qui permet d'exacerber un ressentiment social pour essayer de se cramponner au pouvoir. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas servir d'idiot utile à ce dictateur. Il essaie de créer ce démon, ce bouc émissaire, pour échapper à ses responsabilités, celles d'un tyran. Donc vous excluez l'intervention? J'ai été très clair. Ce que nous devons faire en tant que communauté internationale, c'est tirer parti des instruments qui existent, les instruments du multilatéralisme, pour isoler ce régime et pour faire en sorte que ce dictateur fasse l'objet d'enquêtes et de sanctions de la part de la Cour pénale internationale. Car ces crimes sont évidents pour tout le monde. Donc pas de dialogue, mais des sanctions. Je parle de l'isoler, exactement. Et je parle d'isoler non pas le peuple vénézuélien, mais son régime. Il s'agit de rechercher des sanctions qui touchent le tyran et son entourage immédiat. C'est ce qu'ont essayé de faire l'Union européenne et les États-Unis. Et il faut chercher, face aux actes criminels systématiques de ce dictateur, que la Cour pénale internationale ouvre une enquête, juge
et émettre des sanctions face à celui qui a été le bourreau du peuple vénézuélien. J'aimerais parler des migrants. Il y a plus d'1 million de migrants dans votre pays. On parle de 3000 arrivées chaque jour du Venezuela qui entrent en Colombie. Cela représente un coût. Jusqu'à quel point pouvez-vous avoir cette politique d'ouverture? Il y a peut-être un moment où, si ce phénomène se poursuit, où il faudra que vous fermiez la frontière. Il y a une question de fond. Si nous fermons la frontière face à cette crise humanitaire, selon vous, que va-t-il se passer? Les personnes vont continuer à traverser cette frontière en tentant de fuir la dictature. Et en l'occurrence, ce que nous savons, c'est que tout d'abord, la Colombie doit avoir une politique d'ouverture pour la simple et bonne raison qu'il faut gérer ce type de crise de manière ordonnée. Il faut avoir des informations avérées pour s'organiser, pour connaître la situation de toutes ces personnes, les besoins en matière de santé. Mais c'est également l'occasion de dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise qui concerne la Colombie. Il faut que toute la communauté internationale réagisse et c'est pourquoi il y a une réunion de haut niveau aux Nations Unies. Il faut des fonds d'aide humanitaire. Ici, en Europe, il y a un appui supplémentaire. Il y a un appui, c'est vrai. Est-ce qu'il y en aura plus? Oui, il en faut plus. Et ne me faites pas parler de chiffres parce que on pourrait être déçu. Combien est-ce que cela peut coûter aujourd'hui? Il y a des observateurs qui estiment que cela pourrait coûter 0,5% du PIB colombien. On parle de 1,5 milliard de dollars. Et jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à mobiliser environ 50 millions, 60 millions de dollars auprès de la communauté internationale. Donc, il faut que la communauté internationale agisse, et pour l'instant, c'est la Colombie qui déploie le plus d'efforts. Mais il est essentiel que différents pays du monde puissent avoir un statut de protection temporaire pour que la Colombie n'ait pas à absorber l'ensemble du flux. C'est ce qui a été le cas jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on puisse aider. Et la question de fond, Marc, est la suivante. La cause de tout cela ne disparaît pas. Et tant que ces facteurs persisteront, il y aura des flux migratoires qui se poursuivront. C'est pourquoi il est essentiel que la communauté internationale comprenne l'urgence de la nécessité d'isoler le régime, le tyran, et d'avoir une transition démocratique au Venezuela. Bref, vous parlez du Brésil, il y a eu des élections, Jair Bolsonaro a gagné, vous avez été l'un des premiers à le féliciter. En Europe, il est considéré comme raciste, homophobe, nostalgique de la dictature. Est-ce qu'il représente un danger pour la démocratie? J'ai appelé le président Bolsonaro avant tout par respect pour le choix du peuple brésilien. Aujourd'hui, il est dans l'intérêt de l'Amérique latine qu'il y ait une entente étroite avec le Brésil. La Colombie a des liens avec le Brésil car c'est un pays frontalier. Nous partageons l'Amazonie. Nous avons également des liens commerciaux qui sont en plein développement, des relations d'investissement qui se développent. En outre, nous avons une identité commune. Nous voulons faire en sorte que l'intégration régionale s'accroisse. C'est pourquoi je souhaite que le président Bolsonaro contribue à ces objectifs, qui sont des objectifs communs au continent. Je comprends comment fonctionne la realpolitik, mais est-ce qu'un dirigeant peut rester impassible face aux déclarations récentes du président Bolsonaro? Il a affirmé qu'il ne violerait pas une députée parce qu'elle était trop laide. Il a affirmé préférer que son fils meure dans un accident plutôt qu'être gay. Est-ce qu'on peut rester impassible face à ce genre de déclarations, même si on comprend les principes de la realpolitik? Je ne vais pas entrer dans des jugements de valeur sur nombre de déclarations qui ont été faites par le président brésilien par le passé. Aujourd'hui, en tant que président de Colombie,
Je dois faire en sorte que nous ayons une bonne relation avec le Brésil. Je suis le chef de l'État de Colombie, il sera le chef d'État du Brésil. Et j'espère que dans le cadre du développement de la démocratie brésilienne, ce sera le peuple brésilien qui permettra de trouver des solutions, les solutions qui s'imposent et qui permettront aux dirigeants brésiliens de prendre des décisions dans le cadre de la démocratie comme cela s'impose. Nous avons la responsabilité d'appliquer les décisions de notre peuple et nous devons faire preuve de tolérance, nous devons savoir écouter les autres et nous devons bâtir à partir de cela. J'aimerais parler d'un sujet qui est lié à l'environnement et qui est lié aux drogues. Votre ministre de la Défense a affirmé qu'elle était en faveur de l'aspersion aérienne de glyphosate. C'est un herbicide qui est très controversé. Son autorisation a été suspendue parce qu'il y a des doutes concernant ses effets sur la santé, sur l'environnement. Est-ce que vous défendez cette aspersion aérienne de glyphosate ? Avant de parler du glyphosate, j'aimerais parler du problème des cultures illicites. Il y avait 50 000 hectares cultivés en Colombie. Il y a 6 ans, aujourd'hui, ce chiffre est de 200 000. La coca représente une menace pour la sécurité nationale et c'est une menace environnementale également. Et donc, en comprenant ce phénomène, nous devons rechercher des politiques intégrées pour faire baisser cette tendance à la hausse et pour éradiquer et remplacer les cultures. Et la Cour constitutionnelle de Colombie n'a pas écarté la possibilité de l'aspersion ou de l'utilisation de produits chimiques. La Cour a établi des protocoles pour limiter les effets négatifs. C'est pourquoi on a imaginé des outils de précision, des drones ou des véhicules tout-terrain. Cela peut être également des moyens aériens. Tous ces mécanismes doivent être mis en œuvre conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle. Monsieur Duque, cela fait à peine plus de 100 jours que vous êtes au pouvoir. Il y a peu de temps, vous étiez un parfait inconnu pour une grande partie de l'opinion publique. Nous aimerions mieux vous connaître. Un grand nombre de personnes affirment que vous avez gagné ces élections grâce au soutien de votre mentor politique, l'ancien président Álvaro Uribe. À quel point êtes-vous autonome, indépendant de l'ancien président? Je ne sais pas si le mot « parfait inconnu » correspond vraiment à la réalité. Pour l'opinion publique internationale. Moi, j'ai lancé un processus pour parvenir à la présidence. C'est un des processus les plus concurrentiels qu'ait connu ce pays. Mais cela ne montre pas votre indépendance vis-à-vis de votre mentor. Tout d'abord, j'ai du respect pour les personnes avec qui j'ai travaillé au cours de ma vie. Et je pars de ce point de départ, du respect. Mais je suis le président de Colombie. Et en tant que président, mon devoir, c'est d'unir la Colombie, de faire en sorte que nous puissions nous concentrer sur les choses qui nous unissent et non pas celles qui nous divisent. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à Carlos et merci à tous.